comment qu'on peut réussir à sortir de la boîte, puis faire parler notre brand et notre marque par quelque chose qui nous définit, qui va peut-être attirer des talents ou attirer des clients, puis crier haut et fort qu'on est différent versus la compétition. Un skatepark dans un bureau, il y a des gens qui peuvent dire c'est idiot, mais finalement, ça a été complètement du génie, là. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires, 16 octobre 2024. Et vous avez, au moment où on se parle, un Antoine Gagné excessivement fébrile parce qu'on est à quelques heures seulement du lancement officiel du podcast Histoire de foot. Donc, j'enregistre le podcast avec Jonathan aujourd'hui, un peu fébrile, mais je vais tenter de rester concentré et focus parce que Jonathan, aujourd'hui, va venir nous partager des apprentissages assez intéressants de lecture que tu as fait récemment de quelqu'un que toi et moi, on admire, Steven Bartlett, qui anime le célèbre podcast The Diary of a CEO. Mais avant toute chose, Jonathan, comment vont les choses? Comment ça se déroule de ton côté? Écoute, ça va super bien. De retour du SIQ de Québec, donc le Salon industriel de Québec, la semaine passée, on a passé 3 belles journées là-bas à parler à plein de gens dans le domaine, entre autres de l'acier, qui est notre focus. Donc, super pertinent. C'est le fun de voir ce qui se passe sur le plancher. C'est le fun de voir les prospects, les clients également aussi. Et on est content d'être de retour aussi. C'est toujours un bon sprint, un salon de 3 jours. Et je requitte pour une semaine à Atlanta dans 2 semaines pour le MetalCon. Donc, Metal Connection à Atlanta. Une semaine de temps dans 2 semaines. Donc, on retourne aux États-Unis. Donc, on est sur le plan de match de conquérir les États-Unis. Un salon à la fois. J'aime ça. Et bon, est-ce que les lectures que tu fais avec Steven Bartlett t'aident à conquérir les États-Unis? Est-ce que c'est ça que tu vas nous partager aujourd'hui? Il n'y a pas nécessairement un aspect... oui, il y a quelques points que l'auteur va toucher au niveau du marketing, mais juste pour mettre en prémisse du pourquoi je pense que ça peut être pertinent d'échanger ça, on a à l'intérieur d'OpenMind un petit processus qu'on appelle le Book Club, qu'on partage nos extractions de livres à l'ensemble de l'équipe qui veut bien être présent dans les Book Clubs. Puis là, je me dis, écoute, Antoine, on pourrait peut-être utiliser la plateforme du podcast pour parler un petit peu de ce qu'on a retenu de certains livres, mais surtout, c'est quoi les actions qu'on pense mettre en place dans la business. Dans le cas du livre Diary of a CEO de Steven, j'ai 9 points que j'ai ressortis du livre, dont 3 que je m'engage à mettre en action, et ça peut peut-être inspirer des gens qui nous écoutent à mettre ça également en action de leur côté. Donc, ça va peut-être vous faire sauver un 3 à 5 heures de lecture ou d'écoute. Et d'avoir du positif pour votre entreprise. Là. Bon, en tout cas, moi, je suis à l'écoute, donc je serais curieux de t'entendre. Quels sont ces fameux apprentissages? Et d'ailleurs, ce livre, peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de quoi il parle, parce que je pense qu'il est un petit peu différent de ce qu'il avait fait aupaurement. C'est son 2e livre, ça. Je ne sais pas s'il a fait d'autres livres précédemment. Par contre, celui-là, dans le fond, son 2e. C'est vraiment c'est les règles que lui, il a suivies dans ses propres entreprises et il les retransmet aux gens, donc des lois ou des règles qui sont, je pense, importantes à comprendre et à utiliser et à mettre en action par la suite. Donc, c'est pas tous les règles ou tous les lois qui m'ont bien rejoint à la fin, mais le but final, c'est de dire comment qu'on peut, en tant qu'entrepreneur, d'aller chercher un maximum de résultats, un maximum d'impact avec le temps qu'on a disponible en tant qu'humain. Donc, d'un peu là, de dire comment qu'on peut devenir... comment qu'on peut devenir un CEO, pas nécessairement lazy, mais qui utilise son temps à un maximum d'efficacité et qu'on n'est pas tout le temps en train de courir partout. Donc, il y a des effets de levier qu'on peut aller chercher dans ses comportements puis dans ses concepts mentaux. Et la première loi ou la première règle qu'il apporte que je trouvais très intéressant, c'est la règle des 5 buckets. Donc, ce qu'il mentionne, c'est que pour avoir un maximum d'impact, il faut remplir au maximum 5 compartiments, 5 buckets dans notre tête. Et les compartiments sont les suivants. Le premier des compartiments, c'est qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on connaît. Donc, nos connaissances en tant que telles, généralement au niveau d'une expertise technique. Le deuxième bucket, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire, donc nos skills en tant que tels, donc au niveau exécution. Troisième bucket, c'est qui on connaît, donc notre réseau de contacts. Et on se le fait souvent dire, c'est dis-moi qui tu connais, je vais te dire qu'est-ce que tu vas accomplir au final. Donc, c'est ce fameux bucket-là, je le trouve intéressant parce que c'est bien beau qu'on peut être très connaissant et très bon pour exécuter, mais c'est beaucoup les gens qui nous entourent puis nous contactent qui, je pense, vont faire une grande différence en tant qu'entrepreneur. Et moi, ça m'amène à réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour réussir à agrandir notre réseau de contacts de manière positivement stratégique.
Donc, exemple, toi, tu Bien le fais avec sûr. le podcast, tu invites plein de monde qui sont extrêmement, je pense, pertinents dans l'écosystème des affaires. Donc, ça l'aide beaucoup après pour venir t'aider à avancer dans ton avancement stratégique. Quatrième bucket, c'est qu'est-ce qu'on a? Donc, nos ressources. Donc, à réfléchir qu'est-ce qu'on a comme ressources au niveau humain autour de nous, mais au niveau également financier. On peut connaître beaucoup de choses, on peut être bon pour exécuter, on peut avoir un bon réseau de contacts, mais si on a zéro dans le compte de banque, puis on n'a pas une bonne équipe au bout de la ligne pour venir aider, ben ça cause problème, on se rendra pas à destination. Et le cinquième bucket me surprenait et à force de lire le livre, je comprends où est-ce que lui veut en venir et pourquoi. C'est le bucket de comment les gens nous perçoivent. Donc, quelle est notre réputation? Donc, on pourrait s'appuyer, entre autres exemples, avec un Elon Musk qui a amené Tesla à des niveaux de manière incroyable parce qu'il représentait l'entreprise avec une réputation jusqu'à un certain niveau de manière incroyable. Bon, il y a eu quelques dérapes dans les dernières années ou dans les derniers trimestres, mais sa réputation a été un bucket qui l'a rempli d'une manière très impressionnante et qu'il a réussi à amener dans son sillage ces différentes entreprises à un niveau que beaucoup d'autres gens n'auraient pas été capables de faire. Donc, sur cette règle-là, dans le fond, on a nos connaissances, nos capacités d'exécution, notre réseau, nos ressources et la réputation de comment le monde nous voit de l'extérieur. Et le but, c'est d'aller utiliser ou de remplir au maximum chacun de ces buckets-là. Et moi, en me notant dans les différents buckets, ben, ça me fait réfléchir qu'il y a certains endroits que je dois peut-être investir un peu plus de temps ou un peu plus de focus, dont l'aspect réseau, que j'ai diminué mes efforts dans le temps. Il y a l'aspect réputationnel aussi à réfléchir comment qu'on s'assure d'avoir une bonne réputation, que le monde nous perçoive soit en expert sur un sujet ou créer quand même une certaine effet d'aura qui peut retomber sur nos entreprises par la suite. Je trouvais intéressant cette réflexion-là. C'est pas dans mes actions concrètes, mais quand même à réfléchir au final. Deuxième règle que j'ai notée, qui est en lien avec les buckets, ce qu'il mentionne, c'est que quelqu'un qui a l'ensemble de ces buckets-là qui sont remplis à ras-bord est capable, hors de tout doute, de tordre la réalité dans une direction dans laquelle il veut avoir de l'impact. Donc, un Steve Jobs qui est très fort au niveau connaissance, très fort au niveau de l'exécution, qui a un réseau de contacts incroyable, qui a des ressources, mais qui a en plus une réputation incroyable, est capable d'avoir le fameux distortion field qu'on entend souvent, qu'il y avait comme aura autour de lui. Ouais. Même chose avec Tesla. Donc, plus que nos buckets sont remplis, plus qu'on est capable de tordre la réalité pour ramener un résultat dans une direction voulue, même si les gens pensent que c'est impossible d'accomplir certaines choses. Donc, intéressant à réfléchir. Moi, ça m'a allumé des lumières, dit mon Dieu, ok, c'est vraiment vrai que ces gens-là qui accomplissent des choses incroyables ont rempli ces 5 buckets-là d'une manière beaucoup plus élevée que la moyenne. Prochain point, si on regarde tous les gens qui ont une réputation incroyable au niveau d'une connaissance, ils ont tous, un jour ou l'autre, utilisé le concept de devenir le professeur. Ce qu'il mentionne dans le livre, c'est que la personne qui apprend le plus dans une salle d'école, dans une classe, dans un cours, dans une classe d'école, c'est le professeur. Donc, chaque personne qui était grand et à succès a eu l'obligation à un certain point de devenir un professeur incroyable dans quelque chose. Et c'est le seul moyen de se positionner comme expert. Et si on n'est pas capable de prendre un sujet et de l'expliquer simplement à quelqu'un pour qu'il puisse le comprendre, les gens ne nous percevront jamais comme un expert. Donc, on peut être extrêmement connaissant, mais si on n'est pas capable de l'enseigner simplement, on sera jamais capable d'avoir le chapeau d'expert et d'avoir la réputation qui vient avec et d'avoir l'aura positive autour d'un sujet qui peut généralement être technique, qui est relié avec notre entreprise. Donc, l'aspect de redonner notre connaissance à quelqu'un, ou du moins d'être capable de la simplifier et de l'exposer est extrêmement important pour devenir un CEO avec un impact qui est fort dans un domaine, ou du moins d'être reconnu comme un expert dans quelque chose. Je trouvais pertinent ce morceau-là parce que c'est un peu ce qu'on fait aussi avec les podcasts également. Ben oui. C'est de retransmettre notre savoir, de retransmettre nos connaissances, et c'est ce qui permet aussi d'aller se positionner un peu comme expert au final. Ben moi, je pense que, puis peut-être juste pour rebondir là-dessus, j'ai la chance un petit peu de coacher, entre parenthèses, on va dire, certains membres de la J7 Academy dans plusieurs aspects. Et c'est impressionnant quand tu sors de rencontres un petit peu de coaching, que ce soit du coaching de groupe, que ce soit des fois des coachings individuels, les choses que ça te fait réaliser, les apprentissages que tu fais, et également
les petites tapes derrière la tête que ça te donne à toi-même. Parce que souvent, on peut donner des retours d'expérience, on peut donner des conseils, mais quand on donne ces retours d'expérience et ces conseils sur des choses qui ont marché pour nous dans le passé, finalement, qu'on le dit à la personne face à nous, on se rend compte, il me semble que ça fait longtemps que j'ai mis ça en place dans mon organisation. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pris cette initiative-là et je l'ai mis de l'avant dans mon entreprise. Et là, ça te rappelle de mettre des bonnes choses en place. Donc, juste de redire des bonnes pratiques, des fois, c'est assez pour te donner une petite dose d'enseignement, littéralement. Et effectivement, mais ce qu'il dit, c'est qu'on ne devient pas un maître en apprenant quelque chose, mais on devient un maître en l'enseignant à quelqu'un d'autre. Définitivement. Prochaine loi qui m'a quand même secoué, je dirais, dans les dernières journées. Je suis quelqu'un qui a vraiment, en bon français, une tête de cochon. Là, quand j'ai une idée, je vais y mordre, je vais rester mordicus sur mon idée. Ça prend beaucoup d'efforts pour me faire changer d'idée. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et on a une belle équipe de gestion dans l'organisation ici chez OpenMind, mais ça m'arrive régulièrement des fois que des gens apportent une idée, puis après que l'idée soit mise sur la table, je leur dis je suis pas d'accord. Puis là, j'explique le pourquoi je suis pas d'accord. Ce que Steven mentionne, c'est que en tant que chef d'entreprise, CEO ou leader, on a toujours à convaincre des gens sur une idée. Et si on veut faire changer d'idée quelqu'un, il faut absolument ne pas débuter avec mentionner qu'on est en désaccord ou qu'on n'est pas OK avec qu'est-ce que l'autre personne a dit. Donc, il faut jamais répondre avec un disagreement parce que ça va amener un sentiment émotionnel qui va créer une distance entre les interlocuteurs. On est mieux à ce moment-là de débuter notre positionnement avec « je comprends ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi pour tel point, puis je comprends pourquoi tu amènes cet élément-là à la table. » Donc, de trouver un moyen d'enlever la distance et non d'en créer une en mettant directement un désaccord sur la table. Donc, élément que moi, de mon côté, il faut que je porte attention là-dessus, c'est vraiment d'aller connecter au niveau émotionnel avant de pouvoir s'engager sur le chemin pour faire changer d'idée l'autre personne. Je créais, je pense, par moi-même, sans m'en rendre compte, ce fameux abysse-là qui amène l'émotion négative et qui fait que la personne va se retirer ou du moins va être moins réceptive pour la suite. Prochaine règle, c'est la règle que lui appelle la numéro 10, qui est la règle de l'absurdité. Et je trouvais ça super intéressant. Ça touche le branding, ça touche le marketing. Et ce qu'il mentionne, c'est que la chose la plus absurde dans son brand ou dans son marketing va dire tout à propos de notre marque ou de sa marque. Il donnait un exemple d'un hôtel qui avait installé dans les douches de chaque chambre un frigidaire à bière. Et là, en faisant ça, ce que ça donnait, c'est que tout le monde qui allait dans cet hôtel-là se prenait en photo avec une bière, mettons, ou prenait en photo le frigidaire à bière dans la douche. Et c'est devenu extrêmement viral. Et cette chose absurde-là a vraiment créé une définition de la marque qui disait, nous, on se fout complètement des règles. On est une marque qui sort de l'ordinaire. Et si jamais vous venez chez nous, vous allez avoir du contenu à partager sur vos médias sociaux. Et ça m'a fait allumer une cloche. Ma conjointe, elle a un café de quartier un peu au nord de Montréal. Et je me rends compte tellement qu'il y a des choses qu'on peut implanter dans nos organisations. S'il y a des gens qui viennent dans nos bureaux, dans nos commerces, que si on leur donne un petit quelque chose qui font « wow, faut que je prenne ça en photo », ils vont par eux-mêmes le repartager sur leurs médias sociaux parce que les gens sont avides, sont avares d'avoir ces éléments-là pour les repousser et avoir quelque chose à dire sur leurs médias. Donc, à réfléchir dans nos organisations, qu'est-ce qu'on a comme élément qu'on peut mettre d'absurde dans notre entreprise qui peut créer un effet de levier. Et un bon exemple que je peux donner, que j'avais jamais mis des mots comme ça sur le concept, c'est Gsoft à Montréal qui est maintenant rendu Workleap. Ils ont été reconnus pour une chose que tout le monde parlait qui était absurde, c'était le fameux skatepark à l'intérieur de leur bureau. Et ce skatepark-là parlait carrément de leur culture haut et fort, de voici comment qu'on est différent, voici comment que nous on veut avoir du fun, voici comment qu'on s'en fout, nous autres, de mettre 20 000 sur quelque chose qui est complètement absurde. Mais cet élément-là, il crée un effet de levier incroyable au niveau du marketing pour attirer du talent et créer du tapage médiatique dans l'ensemble de l'écosystème et les positionner de manière différente. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre brand ou dans notre image de marque qui est absurde, qui permet de faire jaser les gens et d'avoir un statement fort, et les gens vont seulement se rappeler de cet élément-là absurde qui va vraiment nous différencier des autres et nous amener à un autre niveau. Et
ce que l'auteur mentionne, c'est que c'est tellement facile à faire, mais il y a tellement peu de gens qui vont le faire parce que Bien sûr. la majorité des leaders vont gérer leur entreprise, et je fais la même chose aussi moi-même par les chiffres. Il n'y a pas nécessairement de résultats directs à faire des choses qui sont absurdes et qui sont pas mesurables. Donc, à réfléchir comment qu'on peut réussir à sortir de la boîte, puis faire parler notre brand et notre marque par quelque chose qui nous définit, qui va peut-être attirer des talents ou attirer des clients, puis crier haut et fort qu'on est différent versus la compétition. Et souvent, ce côté-là absurde va être sur une mince ligne qui peut nous faire tomber du côté de l'idiot ou du côté du génie. Un skatepark dans un bureau, il y a bien des gens qui peuvent dire c'est idiot, mais finalement, ça a été complètement du génie, là. Bien sûr. Intéressant. Ça, c'est une des actions que moi, je relance à la gang ici chez OpenMind, de qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre image de marque ou dans nos bureaux, peu importe, qui est absurde, mais qui va faire jaser nous autres, qui va nous permettre d'aller à un autre niveau. Un exemple qu'on a déjà dans notre Vivid Vision, qu'on transmet à l'ensemble de l'équipe, qui est notre vision 5 ans. Là-dedans, je parlais qu'éventuellement, je veux qu'on mette un hélipad sur le toit des bureaux pour éventuellement accueillir un hélicoptère. Et c'est fou comment tout le monde me parle de l'hélipad. C'est la chose absurde qu'il y avait dans la Vivid Vision, mais tout le monde retient ça, puis tout le monde fait « Aïe, OK, c'est différent ici juste à cause de quelque chose d'absurde ». Donc, comment qu'on peut reprendre ce genre de concept-là et le repousser dans l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est un truc que je mets au défi notre équipe d'essayer de réfléchir à ça et d'aller au prochain niveau. Prochain point que j'ai noté qui est intéressant, il parle de bannir le mot vente et vendeur dans l'ensemble de l'organisation. Il a fait des tests avec des entreprises qui l'accompagnaient de dire au niveau des titres des représentants des ventes, des amener vers un autre titre qui est exploration des besoins clients ou exploration des partenariats, peu importe. Et ça l'a fait bouger métriquement les chiffres d'une manière impressionnante. Et sa prémisse est que les gens, quand ils reçoivent des courriels ou des communications et que c'est écrit vendeur, les gens se braquent contre ces communications-là, contre les gens parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire avoir et que les gens sont là pour leur propre poche avant leurs propres intérêts. Fait que ça, c'est ma deuxième action que je veux mettre avec l'ensemble de l'équipe. Bannir le mot vente, bannir le mot représentant des ventes, direction des ventes, on va enlever tout ça, puis on va essayer de spinner ça sur d'autres titres qui, je pense, qui sont moins émotionnellement chargés négativement au final. Dernier point qui je pense qu'il peut être pertinent de partager, c'est la logique du culte au niveau des valeurs d'entreprise. Ce qu'il mentionne, c'est qu'il n'y a rien de mal à ce que nos entreprises soient vues un peu comme un culte ou comme une secte si c'est aligné avec des bonnes valeurs qui ont un sens et qui ont un bon but de changer la vie des gens ou d'amener la vie des gens vers un positif en avant. Et Jim Collins se rattachait un petit peu à ça, qui a écrit les livres, je pense, Good to Great, entre autres. Donc, il faut être capable d'avoir des valeurs clairement dictées dans l'entreprise qui sont quand même abrasives, que les gens se collent vraiment à ça et qui décident de les endosser comme si c'était un petit peu un culte. Fait que, par exemple, nous autres, on a la valeur dans l'entreprise Get Shit Done qui est en arrière de moi au mur. On se le dit souvent au bureau, puis pas d'excuses, là. Fait que ça devient un peu un culte de dire chez nous, c'est ça. Puis les gens, des fois, disent c'est une secte chez OpenMind. Dans le bon sens du terme, oui, parce que on a des valeurs qui sont abrasives, on y croit et on s'assure que c'est mis à bien de manière positive au final pour le bien des clients, pour le bien de la communauté autour, puis pour le bien de l'organisation au final. Donc, c'était mes résumés à haut niveau du livre. Si je résume en action ce qu'on va mettre de notre côté, la première chose, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut créer d'items absurdes dans notre branding, dans notre marque, dans nos bureaux qui pourraient permettre de faire parler de nous. Bannir les titres au niveau d'emploi sur les ventes. Et oui, dernier point que j'ai pas parlé, un point que j'ai mis en action dernièrement, c'est chaque fois qu'on se pose une question sur une embauche ou un joueur dans l'équipe, lui, ce qu'il faisait, c'est dire, si je prenais ce joueur-là et sur comment il se comporte, comment il y a du résultat, puis comment que ça colle dans l'entreprise, on prenait ce mix-là, là, puis on dit que tout le reste de l'entreprise était égal à lui. Est-ce qu'on augmenterait la moyenne de qualité du joueur ou on la descendrait? Et ça, on l'a mis en application là, depuis à peu près un mois et demi, parce que ça fait 2 mois que j'ai lu le livre. Puis c'est maintenant la question numéro 1 que je me pose quand on passe un joueur en entrevue ou quand on se pose la question sur un joueur, c'est si tout le monde devenait égal à ce joueur-là dans l'entreprise, est-ce qu'on augmente la moyenne de l'organisation en A-player ou on la diminue? Et ça vient vraiment souvent aider à prendre une décision, à savoir si on a mis la bonne personne sur la bonne chaise.
Donc ça, c'est de la partager à l'ensemble de nos leaders dans l'organisation, de adopter cette philosophie-là, de voir est-ce qu'on augmente la moyenne ou on diminue la moyenne si on clonait cette personne-là et qu'elle devenait l'ensemble de l'organisation. Effectivement. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde doit se poser comme question parce que c'est impressionnant comment un collègue qui est simplement en dessous de la moyenne, je dis pas un collègue qui est vraiment, vraiment en bas de la moyenne, mais simplement au-dessus de la moyenne, ça ralentit. C'est incroyable parce que chaque nouvelle embauche dans une organisation doit donner à un certain point un effet multiplicatif. Et si c'est pas le cas, ça crée des standards qui sont plus bas et les gens ultimement vont accepter que c'est ça le standard dans l'organisation. Et soyons honnêtes, c'est beau à dire, c'est important de dire, c'est difficile à faire. Surtout dans un contexte de recherche de talents spécifiques dans le service comme toi et moi, Jonathan, c'est pas facile à faire, mais c'est nécessaire. Et je pense que c'est ça le point important que moi, je me remémore continuellement à moi-même. C'est une note de moi-même à moi-même. C'est primordial, même si c'est pas facile. Et tu vois, moi, avant, j'avais adopté la question de est-ce que je réembaucherais cette personne-là aujourd'hui à savoir ce que je sais ou je connais de cette personne-là. Mais je trouve que vraiment de tourner ça du côté de dire si je le clonais puis que l'ensemble de l'organisation serait égal à ce que je vois aujourd'hui, ce que je connais aujourd'hui, est-ce qu'on va vers le haut ou vers le bas? Je trouve que c'est encore plus percutant dans la capacité à réfléchir et à prendre une décision. Et souvent, la décision devient extrêmement claire à ce moment-là. 100% d'accord avec toi. Autre chose que tu as appris du livre? Oui, mais le but, c'est de garder quand même ça simple le plus possible aujourd'hui. Donc, je vous le recommande, un excellent livre. Ben, moi, tu sais quoi? Je vais aller le lire. Je vais aller le lire et je te recommande. Est-ce que tu as lu le livre de Elon Musk, finalement? Toujours pas. Il est encore dans mon pipeline de lecture, mais je vais y arriver. Ouais. Je te promets, je vais y arriver. Donc, on se donne un défi. Moi, je vais lire, parce que ça fait longtemps que je voulais lire le livre de Steven Bartlett. Et effectivement, c'est son deuxième livre. Il en avait sorti un autre en 2021. Et si tu as la chance, va lire le livre de Elon Musk. D'ailleurs, il fait quelques trucs intéressants ces temps-ci. Là, il ramène des navettes Starship sur Terre. Il lance des cybercaps. Donc, ça peut être intéressant également de ton côté d'aller voir ça. Il y a quelques points qui se passent dans sa vie en ce moment. Là. C'est assez et toujours très impressionnant. On pourra en reparler à coup sûr dans un autre podcast. Bien sûr. Ben, Jonathan, merci du partage. Je vais aller lire. Je vais m'empresser d'aller acheter le livre de Steven Bartlett. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance. Et si vous avez la chance, allez écouter le podcast Histoire de foot qui va se lancer littéralement le 16 octobre 2024. Et le podcast va sortir le 17 octobre, le podcast Hypercroissance. Donc, si vous avez la chance, allez voir le tout, ce sera déjà en ligne. Donc, à quelle adresse qu'on peut se rendre, Antoine, pour aller écouter ça? Parce que moi, je suis impatient d'aller voir ça, là. Tout va être dans les notes de l'épisode, mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience vidéo comme on l'a construit, YouTube, donc Histoire de foot sur YouTube, Histoire de foot podcast, vous allez retrouver le tout. Même chose sur Spotify, donc ça va sortir le 16 octobre 2024 à 17h, heure de l'Est. On a mis beaucoup de temps là-dessus, on essaie de se réinventer un petit peu dans le podcasting. J'essaie de me réinventer moi-même pour voir où est-ce que je peux amener tout ça. Donc, on vous invite à aller écouter le tout. À suivre, j'y vais à l'instant, Antoine. Bon, ben merci à tous et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.